insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. Chapitre 11. Le temple du silence. Le silence du temple n'était pas une absence, mais une présence. Il enveloppait tout, dense et palpable, comme de l'eau stagnante mais pure. Au début, ce silence fut oppressant. J'entendais le battement de mon cœur, le frottement de mes vêtements, le souffle de ma respiration, des sons qui, dans le monde extérieur, passaient inaperçus, mais qui, ici, résonnaient comme des profanations. Je restais assis au centre de la salle, les yeux fermés, essayant de m'adapter. Peu à peu, un phénomène étrange se produisit. Le silence commença à se différencier. Ce n'était pas un vide uniforme, mais une substance complexe, stratifiée. Il y avait le silence de la pierre, ancien et patient, le silence de l'air, léger et attentif, le silence de la terre sous le temple, profond et plein de secrets. Et puis, j'entendis le premier des silences qui n'était pas naturel. C'était un silence précis, délimité, comme une bulle d'absence au sein du grand silence. Il avait une forme, celle d'une personne assise en méditation, les mains sur les genoux. Ce silence-là était différent. Il était chargé d'intention, de paix conquise, d'une forme de renoncement. D'autres formes apparurent, des silences en forme de prières achevées, des silences qui étaient des adieux, des silences de compréhension soudaine où plus rien ne devait être dit, des silences de deuil apaisé, des silences d'amour trop profonds pour les mots. Le temple n'était pas vide, il était peuplé de silences laissés par ceux qui étaient venus avant moi. Bienvenue, voyageurs. La voix ne brisa pas le silence, elle en fit partie. Elle était calme, sans résonance, comme si les mots étaient déposés directement dans mon esprit sans passer par les oreilles. J'ouvris les yeux. Une femme se tenait devant moi. Elle était vêtue d'une simple robe grise et ses cheveux, argentés, étaient coupés courts. Son visage était lisse, sans rides d'expression, comme une surface d'eau calme. Ses yeux étaient de la même couleur que sa robe, et il me regardait sans jugement, sans curiosité, simplement avec une attention totale. Je suis Silencia, la gardienne du temple. Tu as su trouver les différents silences. Beaucoup n'y parviennent pas. Ils ne perçoivent qu'un vide et s'enfuient effrayés. C'est extraordinaire, murmurai-je, et ma propre voix me parut rugueuse, indécente. Chaque silence a une histoire, dit-elle en s'asseyant en face de moi, les jambes croisées. Ils sont déposés ici par ceux qui ont besoin de faire une pause dans le bruit du monde, intérieur ou extérieur. Ici, les silences sont préservés, étudiés, honorés. Elle désigna de la main les formes invisibles qui nous entouraient. Celui-ci est le silence d'un père qui a pardonné à son fils après des années de colère. Celui-là, le silence d'une artiste qui a enfin trouvé l'inspiration après une longue sécheresse. Plus loin, le silence d'un mourant qui a accepté son destin. Je regardais autour de moi avec une nouvelle compréhension. Le temple était une archive des moments de paix, des cesse-le-feu intérieurs, des acceptations. Pour traverser le temple, dit Silencia, tu dois déposer un de tes propres silences. Un moment où tu as choisi de te taire, où le silence a été significatif, qu'il ait été bénéfique ou douloureux. La demande était subtile. Il ne s'agissait pas d'un mot non dit, comme dans la vallée des murmures, mais d'un silence intentionnel, d'une cessation délibérée du bruit. Je réfléchis. Il y avait un silence que je portais en moi, lourd et complexe. Quand ma mère est morte, dis-je lentement, elle est partie dans le coma. Les derniers jours, je suis resté assis à son chevet, sans rien dire. Je n'ai pas prononcé de grands discours, je ne lui ai pas dit au revoir avec des mots.
Je me suis juste tu, et je lui ai tenu la main. Parfois, je me demande si j'aurais dû parler, si mon silence était un abandon ou un respect. Silencia inclina la tête. Un silence de veille, l'un des plus profonds. Les mots, à ce moment-là, auraient-ils été pour elle ou pour toi? La question me traversa comme une flèche. Pour moi, admis-je. J'aurais parlé pour soulager ma propre peine, pour me dire que j'avais tout fait. Me taire était laisser la transition se faire sans mon interférence. Alors, dépose ce silence ici, donne-lui sa place parmi les autres. Elle me conduisit à un endroit du temple où le sol était légèrement incurvé, formant une sorte de bassin peu profond. Ici, les silences liés à la mort et au passage sont déposés. Assieds-toi et recrée ce silence en toi. Puis, quand tu le sentiras à son plus pur, laisse-le couler dans le bassin. Je m'assis au bord du bassin. Je fermai les yeux et revis les chambres d'hôpital, la lumière tamisée, le son régulier des machines, la main de ma mère froide dans la mienne. Je revis mon propre cœur battant, mes pensées tumultueuses et la décision consciente de ne pas les exprimer, de laisser le silence régner. Une sensation de lourdeur puis de légèreté m'envahit. Je sentis quelque chose quitter ma poitrine, comme un poids qui se détachait et tombait doucement dans le bassin de pierre. Quand j'ouvris les yeux, le bassin n'était plus vide. Il contenait maintenant une nappe de silence visible, d'un gris bleuté, calme et profond. En échange, dit Silencia, le temple t'offre la capacité de comprendre le langage des silences. Tu pourras distinguer un silence complice d'un silence hostile, un silence paisible d'un silence tendu, un silence plein d'un silence vide. Cette compréhension t'aidera dans tes relations avec les autres et avec toi-même. Nous nous levâmes et parcourûmes le temple. Silencia me montra différentes sections, chacune dédiée à un type de silence. Il y avait le couloir des silences créatifs, où les artistes venaient déposer le silence qui précède l'inspiration. La nef des silences rituels, où les silences des cérémonies et des prières étaient conservés. La crypte des silences oubliés, où reposaient les silences dont plus personne ne se souvenait, mais qui gardaient néanmoins leur dignité. Ces silences oubliés ont-ils encore une utilité ? Demandai-je. Tout silence a une valeur, répondit-elle. Même si son origine est perdue, il contribue à l'atmosphère du temple, à cette paix globale qui permet aux nouveaux venus de trouver le calme. Rien n'est jamais vraiment perdu, tout se transforme en quelque chose d'autre. Nous arrivâmes au fond du temple, devant un mur de pierre lisse. Pour quitter ce lieu, dit Silencia, tu dois traverser le mur des silences fondamentaux. Ce mur est fait des premiers silences, ceux qui ont donné naissance à tous les autres. Pour le traverser, il faut devenir silence soi-même, ne serait-ce qu'un instant. Elle posa sa main sur le mur. Ferme les yeux. Écoute non pas avec tes oreilles, mais avec tout ton être. Trouve le silence en toi qui correspond au silence de la pierre. Quand ils seront en harmonie, le mur te laissera passer. Je fermai les yeux et m'efforçais de faire le vide, mais plus j'essayais, plus mes pensées s'agitaient. Je me souvins alors d'un conseil que m'avait donné un ami moine des années auparavant. Ne cherche pas à créer le silence, laisse-le advenir, sois simplement présent. Je cessais d'essayer. Je laissais les bruits intérieurs, les doutes, les souvenirs, les anticipations aller et venir sans m'y attacher. Peu à peu, ils s'espacèrent, comme des vagues qui s'apaisent après la tempête, et dans les intervalles, le silence apparut. Un silence simple, sans qualité particulière, juste la présence de l'instant.
Je sentis alors une résonance entre ce silence intérieur et le silence du mur. Ils vibraient à la même fréquence, ou plutôt à la même absence de fréquence. Le mur cessa d'être un obstacle. Je m'avançai, et la pierre devint perméable, comme une membrane d'eau épaisse. Je traversai. De l'autre côté, je me retrouvais sur les rives d'un fleuve immense. Mais ce n'était pas un fleuve d'eau, c'était un fleuve de lumière, de temps, d'images mouvantes. Il coulait lentement, majestueusement, et sur ses rives des arbres aux feuilles d'argent bruissaient doucement. La rivière des temps parallèles. Je me retournai, le mur du temple était derrière moi, solide et impassible. Silencia n'était pas visible, mais je sentis son regard bienveillant à travers la pierre. Je sortis mon carnet et écrivis assis sur la rive argentée. Le silence n'est pas l'ennemi du son, mais son frère jumeau. Il est l'espace entre les notes qui permet à la musique d'exister. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a une sagesse à savoir quand parler et quand se taire, mais aussi qu'il existe des silences qui sont des accomplissements en eux-mêmes, des ponts jetés entre les âmes, des acceptations définitives. Chapitre 12. La rivière des temps parallèles. La rivière des temps parallèles coulait avec une lenteur solennelle. Son cours n'était pas fait d'eau, mais d'une substance lumineuse et visqueuse qui ressemblait à du miel illuminé de l'intérieur. En regardant de plus près, je vis que cette substance était composée d'innombrables images, de fragments de moments, de bribes de vie qui n'avaient jamais été vécues, mais qui avaient été possibles. Sur les rives, des arbres aux feuilles d'argent se penchaient vers le courant, et leurs racines plongeaient dans le fleuve, semblant en absorber les possibles. L'air était chargé d'un parfum étrange, à la fois familier et impossible à identifier, comme l'odeur d'un souvenir qu'on n'a jamais eu. Je marchais le long de la rive, fasciné, quand une barque apparut, glissant silencieusement sur le courant. À son bord se tenait un homme d'âge mûr, vêtu d'un manteau usé par les intempéries, tenant une longue perche. Sa barque était pleine à craquer d'objets hétéroclites, des sabliers, des clepsydres, des montres de toutes sortes, mais aussi des jouets, des lettres, des outils. « Monte, voyageur », dit-il d'une voix rauque mais chaleureuse. « La rivière ne se traverse pas à pied. » J'hésitai un instant, puis montai dans la barque. Elle était stable, malgré son chargement désordonné. L'homme poussa du fond avec sa perche, et nous nous éloignâmes de la rive. « Je m'appelle Anacrone », dit-il en manœuvrant avec une habileté surprenante. « Je suis le passeur de la rivière. Je transporte les voyageurs d'une rive à l'autre, et parfois je pêche dans le courant les moments qui méritent d'être sauvés. » De quoi ? De l'oubli. Cette rivière est le flux de tous les temps qui auraient pu être, de toutes les décisions alternatives, de toutes les vies parallèles. Chaque fois qu'un choix est fait, la voie non prise devient un affluent de cette rivière. Il plongea une main dans le courant et en retira une poignée de la substance lumineuse. Elle se fixa dans sa paume, formant une scène miniature, un homme embrassant une femme sous la pluie, alors que dans la réalité, cet homme était parti avant que la pluie ne commence. « Ce moment aurait pu exister, » dit Anacrone doucement. « Il a été pensé, désiré, presque choisi. Il a donc une forme d'existence ici. » Je regardais le fleuve avec un nouveau respect. Tous ces moments, tous ces possibles, ils sont réels ici? Aussi réels que les souvenirs, peut-être même plus, car ils ne sont pas ternis par la déception ou l'habitude. Ils restent parfaits dans leur état de pure potentialité. La barque avançait lentement. Parfois, Anacrone arrêtait de pagayer et se penchait pour observer le courant, comme s'il cherchait quelque chose de précis. « Pour traverser la rivière, dit-il enfin, tu dois déposer un de tes temps parallèles, un moment où ta vie aurait pu bifurquer, un choix que tu as presque fait mais que tu as finalement rejeté. » Je réfléchis en regardant défiler les images dans le courant. Il y avait tant de moments.
accepter ce travail à l'étranger, épouser cette personne, partir faire le tour du monde, mais un moment particulier émergea. Quand j'avais 20 ans, j'ai été accepté dans une école d'art à Paris. J'avais une petite bourse, mais pas assez pour vivre. Mon oncle m'a proposé de travailler dans son entreprise, un travail sûr mais ennuyeux pour financer mes études. J'ai refusé, par fierté. Je suis resté dans ma ville, j'ai trouvé un petit boulot et j'ai abandonné l'école d'art. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais accepté son aide. Anacron hocha la tête. Une bifurcation importante. L'artiste contre le pragmatique. L'indépendance contre le compromis. Un beau moment à déposer. Il dirigea la barque vers un endroit où la rivière formait un méandre calme, presque un lac. Au centre, une île minuscule émergeait, sur laquelle poussait un arbre aux branches torsadées et aux feuilles d'un vert irisé. « L'arbre des chemins non pris », dit Anacron. « Dépose ton moment ici. Il rejoindra les autres et l'arbre en tirera sa substance. » Nous accostâmes à l'île. L'arbre était magnifique et à ses branches étaient accrochés des milliers de petits fruits lumineux, chacun contenant une scène alternative. « Décris ton moment, donne-lui toute la réalité que tu peux. » Je fermai les yeux. Je monte dans le train pour Paris. La valise est lourde. Mon oncle m'a donné un chèque malgré mes réticences. Je regarde par la fenêtre le paysage qui défile, le cœur battant d'excitation et de peur. J'arrive à la gare de Lyon, je prends le métro, je trouve la petite chambre de bonne qu'un ami d'amis m'a louée. Le lendemain, je me présente à l'école. Les couloirs sentent la térébenthine et le vieux papier. Dans l'atelier, la lumière du nord inonde les chevalets. Tandis que je parlais, un fruit se forma sur une branche basse de l'arbre. Il était d'un or pâle, et en son centre, on pouvait distinguer la silhouette d'un jeune homme regardant par une fenêtre de train. « C'est fait », murmura Anacron. « En échange, la rivière t'offre la capacité de percevoir les potentiels. Tu verras non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être. Tu pourras deviner les talents cachés des gens, les directions qu'ils pourraient prendre, les chemins qui s'ouvrent à eux. » Nous retournâmes à la barque et reprîmes notre traversée. Anacron me montra des merveilles. Il y avait des tourbillons où les temps parallèles s'entremêlaient, créant des hybrides étranges, des vies mi-chair, mi-rêve. Il y avait des cataractes où les possibles se précipitaient dans l'oubli avec un bruit de fracas étouffé. Il y avait des bancs de sable faits de décisions indécises, de moments d'hésitation cristallisés. Certains temps parallèles sont-ils plus réels que d'autres ? Demandai-je. Ils ont tous la même réalité potentielle, répondit Anacron, mais certains ont plus de poids car ils ont été imaginés plus intensément, désirés plus ardemment. Ceux-là forment les courants les plus profonds de la rivière. Il marqua une pause et regarda le ciel, un ciel sans soleil, sans étoiles, juste une lueur diffuse. Tu sais, les gens pensent souvent à leurs vies alternatives avec regret. Et si ? Mais ils oublient que chaque choix ferme une porte mais en ouvre d'autres. Ta vie actuelle, avec ses joies et ses peines, est aussi le résultat de chemins pris. Les chemins non pris ne sont pas nécessairement meilleurs, ils sont simplement différents. Cette sagesse me réconforta. Je regardais le fruit doré sur l'arbre s'éloigner et me demandais si, dans une autre réalité, un Léo artiste à Paris regardait peut-être en ce moment même un fruit représentant la vie que je vivais. « Comment quitte-t-on la rivière ?» demandai-je. « Tu dois trouver le courant qui correspond à ton présent. Regarde dans l'eau jusqu'à ce que tu vois non pas un temps parallèle, mais les coups de ton propre moment présent. Là où il apparaît, la rivière te permettra de descendre. » Je me penchai au bord de la barque et scrutais le courant. Grâce à ma nouvelle capacité, je pouvais voir les potentiels comme des couches superposées à la réalité. Je cherchais non pas un futur ou un passé alternatif, mais la signature unique de mon présent, l'ensemble des choix qui m'avaient mené ici, maintenant. Après un long moment, je la vis. Une image du temple du silence, avec moi traversant le mur, mais l'image était légèrement floue, comme si elle était en train de se solidifier. « Ici », dis-je. Anacron dirigea la barque vers la rive. « C'est ton point de sortie, mais attention, le prochain royaume est le royaume des couleurs nocturnes.
Là-bas, les émotions ont une existence physique et les couleurs ne sont pas ce qu'elles semblent. Je le remerciai et mis pied à terre. La rive était couverte d'une mousse douce et argentée. Nous reverrons-nous ? Peut-être, les courants de la rivière ramènent souvent les mêmes voyageurs à différents moments de leur vie. Bon voyage, Léo, et souviens-toi, le temps n'est pas une ligne, mais un fleuve avec d'innombrables affluents. Ta vie n'est pas ce que tu n'as pas fait, mais ce que tu fais. La barque s'éloigna et Anacron disparut peu à peu dans la lumière diffuse. Je me tournai vers l'intérieur des terres. Devant moi s'étendait une plaine où poussaient des fleurs aux couleurs que je n'avais jamais vues, des rouges qui semblaient chanter, des bleus qui vibraient comme des cordes de basse, des jaunes qui réchauffaient l'air autour d'eux. Le royaume des couleurs nocturnes. Je sortis mon carnet et écrivis debout sur la rive argentée. Le regret est un poids inutile. Chaque choix crée une réalité, et chaque réalité a sa beauté propre. Les chemins non pris ne sont pas des paradis perdus, mais simplement d'autres chemins, avec leurs propres pierres et leurs propres merveilles. J'ai appris aujourd'hui à honorer mes choix, même imparfaits, car ils m'ont mené ici, dans cet instant, et cet instant contient sa propre magie. Je rangeai mon carnet et m'avançai vers les fleurs chantantes. Leur fragrant était complexe, changeant avec les émotions que je ressentais. Quand un doute m'effleura, les fleurs près de moi émirent une odeur âcre. Quand la curiosité l'emporta, l'odeur devint spéciée et excitante. Le royaume des couleurs nocturnes m'attendait, et avec lui une nouvelle leçon sur la nature des émotions et de la perception. Le royaume des couleurs nocturnes était une symphonie visuelle. Chaque couleur ici ne se contentait pas d'être vue, elle était ressentie, entendue, presque goûtée. L'air vibrait de nuances que je n'avais jamais perçues auparavant. Des pourpres qui chantaient des mélodies graves, des verts qui murmuraient des secrets végétaux, des orangés qui réchauffaient la peau comme un soleil invisible. Je marchais à travers une plaine couverte de fleurs aux pétales changeants. Elles réagissaient à mes émotions. Lorsque la fascination l'emportait, elle s'illuminait d'un bleu électrique. Lorsque l'appréhension me traversait, elle se teintait d'un gris argenté. Au bout d'un moment, je remarquai que mes propres mains émettaient une faible lueur. Elles changeaient de couleur en fonction de mon état d'esprit. Je me concentrais sur un souvenir joyeux, le jour où j'avais adopté mon chien, Milo, et ma peau se mit à briller d'un doux doré. Puis je pensais à la solitude de mes nuits d'insomnie, et la lueur vira au bleu nuit. « Tu apprends vite ?» Je levai les yeux. Une femme se tenait devant moi, ou plutôt, elle était faite de couleurs mouvantes, sans forme fixe. Elle pouvait ressembler à une silhouette humaine un instant, puis se disperser en un nuage de pigments l'instant suivant. Ses yeux, si l'on pouvait les appeler ainsi, étaient deux vortex tourbillonnants où toutes les couleurs du spectre naissaient et mouraient. « Tu viens de la rivière des temps parallèles. Je sens les reflets d'argent sur toi. »« Comment ça marche ?» demandai-je, fasciné par ces transformations. « Ces couleurs ?» Ici, les couleurs sont l'expression physique des émotions et des états d'âme. Ce royaume a été tissé à partir des sentiments trop intenses pour rester confinés dans les cœurs. Chaque nuance que tu vois correspond à quelque chose qui a été ressenti avec une puissance particulière. Elle se solidifia légèrement, prenant une forme plus humaine, bien que restant translucide et colorée. Pour traverser ce royaume, tu dois déposer une de tes couleurs intérieures. Une émotion que tu as portée si longtemps qu'elle est devenue partie intégrante de ta palette personnelle. La demande était à la fois abstraite et profondément personnelle. Après les objets, les silences, les chemins non pris, maintenant les émotions devenues couleurs. Je réfléchis, observant la lumière changeante de mes mains. Pendant des années, j'ai porté une teinte de nostalgie bleu-gris, dis-je finalement. Pas pour un événement précis, mais pour une sensation générale, la nostalgie de moments qui n'ont jamais existé, d'une maison que je n'ai jamais eue, d'une paix intérieure qui semble toujours hors de portée. Cette couleur est devenue comme un filtre à travers lequel je vois souvent le monde. Chroma hocha la tête
et des paillettes de lumière s'échappèrent de ses cheveux colorés. La nostalgie du non-advenu, une couleur commune chez les rêveurs et les insomniaques. Elle a sa beauté, mais elle peut aussi voiler les couleurs du présent. Elle me conduisit vers un endroit où le sol était couvert de dalles de verre transparent. Sous chaque dalle, une couleur pulsait doucement, comme un cœur lumineux. C'est le jardin des émotions cristallisées, expliqua-t-elle. Ici, les émotions sont déposées et préservées sous forme pure. Choisis une dalle vide et dépose ta nostalgie. Je m'agenouillai devant une dalle vide. Chroma me tendit un pinceau fait de lumière. Peins ta couleur sur le verre, donne-lui forme et substance. Je pris le pinceau. Il était étrangement lourd dans ma main, comme s'il pesait le poids de l'émotion que j'allais déposer. Je fermai les yeux et me concentrai sur cette teinte intérieure, ce bleu-gris qui teintait mes souvenirs, ce voile doux amer qui recouvrait parfois mes journées. Quand j'ouvris les yeux, le pinceau avait pris la couleur exacte de mon émotion. Je le passai sur le verre. Une traînée de lumière bleu-gris apparut, vivante, palpitante. Elle s'étala sur toute la surface de la dalle, puis s'enfonça dans le verre, comme absorbée. La dalle maintenant brillait de cette lumière intérieure, régulière et calme. En échange, dit Chroma, le royaume t'offre la capacité de percevoir les couleurs émotionnelles des autres. Tu verras les nuances de leur état d'esprit, les mélanges complexes de leurs sentiments. Cette vision te permettra de comprendre au-delà des mots, de ressentir l'harmonie ou la dissonance dans les relations. Nous quittâmes le jardin et nous engageâmes dans un paysage de plus en plus extraordinaire, des arbres dont les feuilles changeaient de couleur au rythme du vent, qui lui-même était visible, teinté d'argent. Des rivières de lumière liquide qui coulaient en cascades multicolores, des collines qui émettent des lumières pulsées selon des rythmes émotionnels, certaines rapides et anxieuses, d'autres lentes et paisibles. « Comment les couleurs viennent-elles ici » demandai-je. « De plusieurs manières » répondit Chroma, en prenant la forme d'un oiseau de lumière avant de redevenir humanoïde. Parfois, quand une émotion est ressentie avec une intensité rare, un amour fulgurant, un deuil profond, une joie pure, elle laisse une trace dans ce royaume. D'autres fois, ce sont les artistes et les rêveurs qui, en créant, libèrent des fragments de leur palette intérieure. Nous arrivâmes à une vallée où les couleurs étaient particulièrement vives et contrastées. « La vallée des passions », murmura Chroma. « Ici, les émotions les plus fortes ont laissé leur marque. Regarde. » Je regardais. Des éclairs rouges de colère pure zébraient le ciel. Des tourbillons d'or représentant des extases créatives dansaient entre les rochers. Des nappes de violet profond, signes de deuil transformés en sagesse, recouvraient le sol. « C'est parfois dangereux ici », prévint Chroma. Certaines couleurs non maîtrisées peuvent influencer les visiteurs. Évite les zones de rouge vif, la colère non canalisée, et méfie-toi du vert trop brillant, l'envie pure. Nous traversâmes la vallée avec précaution. Je sentais effectivement l'influence des couleurs environnantes. Près des éclairs rouges, mon propre pouls s'accélérait. À proximité des zones dorées, une légère euphorie m'envahissait. Comment garder son équilibre ici ? Demandai-je, luttant pour ne pas être emporté par ces influences. En se rappelant sa propre couleur fondamentale, répondit Chroma. Chacun a une teinte de base, une émotion fondatrice qui sous-tend toutes les autres. Trouve-la et elle te servira d'encre. Je fermai les yeux un instant, cherchant en moi cette couleur fondamentale. Qu'est-ce qui me définissait au plus profond ? Pas la nostalgie que je venais de déposer, mais quelque chose de plus permanent. Une image me vint. Moi, enfant, assis dans le jardin de ma grand-mère, observant pendant des heures les fourmis construire leur chemin.
la curiosité. Non pas une curiosité superficielle, mais un émerveillement profond devant le fonctionnement du monde. Quand j'ouvris les yeux, ma peau émettait une lumière ambre claire, chaude et stable. Les influences extérieures perdirent immédiatement de leur pouvoir sur moi. « Bien », approuva Chroma. « Tu as trouvé ton ancrage. Maintenant, tu peux naviguer en sécurité. » Nous quittâmes la vallée des passions et entrâmes dans une forêt où les arbres étaient des colonnes de lumière figées, chacune d'une couleur différente. « La forêt des identités », expliqua Chroma. Ici, les couleurs représentent des personnalités, des façons d'être. Certains voyageurs viennent ici pour comprendre leur propre nature. Je regardais les colonnes. Certaines brillaient d'un blanc pur, d'autres étaient des mélanges complexes de nuances, d'autres encore changeaient lentement, évoluant avec le temps. « Comment quitter ce royaume ?» demandai-je. « Tu dois trouver la couleur qui manque à ta palette. Chacun a une lacune, une nuance qu'il n'a pas encore intégrée. Trouve-la, reconnais son absence et une porte s'ouvrira. » Je m'assis au pied d'une colonne émeraude et examinai ma palette intérieure. J'avais déposé la nostalgie bleu-gris. Mon ancrage était la curiosité ambrée. Quelles autres couleurs portais-je? La détermination, un rouge foncé, la compassion, un vert doux, la mélancolie, un bleu profond, l'espoir, un jaune pâle. Mais il manquait quelque chose, une couleur que je voyais autour de moi mais qui ne vibrait pas en moi. Je regardais Chroma avec ses transformations constantes, sa fluidité, et je compris. Je manque de la couleur du lâcher-prise, la capacité à accepter ce que je ne peux pas contrôler, à suivre le courant sans résistance. Chroma sourit, et son sourire fut un arc-en-ciel miniature. Une prise de conscience importante. Beaucoup de chercheurs de contrôle manquent de cette nuance. Elle me tendit la main. « Prends un peu de ma couleur, pas pour la garder, mais pour reconnaître son existence, puis laisse-la partir. » Je plongeai ma main dans sa forme colorée. Une sensation de fluidité, d'une douce acceptation m'envahit. C'était une couleur indescriptible, comme la lumière à travers un prisme tournant, toujours changeante, jamais fixe. Quand je retirai ma main, elle brillait de cette lumière quelques instants, puis celle-ci s'évanouit. À l'endroit où la couleur s'était dissipée, un portail apparut, une arche de lumière qui montrait de l'autre côté un paysage de grottes et de cavernes aux parois couvertes de peintures primitives. « La caverne des origines », dit Chroma. « Mais attention, là-bas, tu ne trouveras pas seulement tes origines personnelles, mais les origines de toute chose. Sois prêt à voir ce que beaucoup ne peuvent pas supporter. » Je la remerciai. « Votre royaume, il est d'une beauté à couper le souffle. La beauté est une question de perception, » répondit-elle en se dissolvant dans une brume colorée. « Souviens-toi, les couleurs que tu vois chez les autres sont le reflet de tes propres capacités à les percevoir. Plus ta palette est riche, plus tu verras de nuances dans le monde. Bon voyage, Léo. » Je franchis le portail de lumière. Une sensation de descente, comme si je tombais doucement à travers les couches du temps, m'envahit. Puis mes pieds touchèrent un sol de pierre. La caverne des origines. Je me trouvais dans une vaste grotte dont les parois étaient couvertes de peintures à l'ocre, des mains négatives, des animaux, des symboles solaires. Mais ces peintures n'étaient pas anciennes, elles semblaient vivantes, en train d'être dessinées à l'instant même par des mains invisibles. Je sortis mon carnet et écrivis. Les émotions ne sont pas des perturbations à calmer, mais des couleurs à intégrer. Chacune apporte sa nuance au tableau de notre être. J'ai appris aujourd'hui qu'une vie riche n'est pas une vie sans émotions négatives, mais une vie où toutes les couleurs ont leur place, où même les teintes sombres contribuent à la profondeur du tableau. La caverne des origines sentait la terre humide, la pierre ancienne et quelque chose d'indéfinissable, l'odeur du commencement. Les peintures rupestres sur les murs n'étaient pas statiques, elles bougeaient lentement, évoluaient, comme si l'histoire de l'humanité se déroulait en accéléré sous mes yeux. Je vis des mains se poser sur la paroi, laissant des empreintes négatives. Je vis des bisons galoper, des hommes chasser, des femmes cueillir. Puis les scènes devinrent plus complexes, des villages, des temples, des villes,
des inventions, des découvertes, des guerres. Tout cela se déployait en silence, accompagné seulement du bruit de l'eau qui gouttait quelque part dans les profondeurs. Je m'avançais prudemment, suivant un chemin de pierre plate qui serpentait entre des stalagmites. La caverne semblait sans fin, se divisant en galeries, en salles, en passages étroits. Chaque section montrait une origine différente, l'origine du langage, des symboles devenant des mots, l'origine de l'art, des formes abstraites devenant des représentations, l'origine de la musique, le rythme des gouttes d'eau se transformant en mélodie. Après un temps indéterminé, j'arrivais dans une salle circulaire, au plafond si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité. Au centre, assis près d'un petit feu, se tenait un homme âgé. Ou plutôt, il n'avait pas d'âge, il paraissait à la fois jeune et ancien, avec des yeux qui semblaient avoir vu les premiers feux s'allumer. « Assieds-toi, voyageur », dit-il, d'une voix qui ressemblait au craquement du feu et au murmure de l'eau souterraine. « Je suis Petra, le gardien des commencements. » Je m'assis sur une pierre en face de lui. Le feu ne dégageait pas de chaleur, mais une lumière douce qui éclairait les peintures environnantes, les faisant bouger plus vite. Cette caverne, dit Petra sans préambule, contient les mémoires des commencements, pas seulement les débuts de l'humanité, mais les débuts de chaque être, de chaque idée, de chaque sentiment. Tout ce qui existe a un point de départ, et ces points de départ laissent une trace ici. Il jeta une poignée de poussière brillante dans le feu qui s'illumina d'images fugaces, la première cellule vivante se divisant, le premier regard échangé entre deux êtres, la première question posée par un enfant. Pour traverser la caverne, tu dois déposer une de tes origines, un commencement qui t'a défini, pour le meilleur ou pour le pire. La demande était profonde. Après les émotions, les couleurs, maintenant les racines mêmes de mon identité. Je réfléchis longtemps, regardant les images dans le feu. Finalement, j'ai choisi. L'origine de ma solitude, dis-je, pas la solitude physique, mais cette sensation d'être fondamentalement séparé des autres. Elle a commencé très tôt. Je me souviens, à 5 ans, regarder les autres enfants jouer et me sentir comme un observateur derrière une vitre. Cette sensation n'a jamais vraiment disparu, même entouré d'amis, même en amour. Petra hocha la tête lentement. L'origine de la séparation, un sentiment commun aux insomniaques et aux rêveurs. Vous habitez un espace entre les mondes, même dans votre propre monde. Il se leva et me conduisit vers une paroi de la caverne où des empreintes de mains de toute taille étaient superposées. Ici, nous déposons les origines de nos relations avec les autres. Pose ta main sur la paroi et pense à cette première sensation de séparation. J'approchai ma main de la pierre, elle était froide et humide. Je fermai les yeux et revis la cour de récréation, le petit garçon que j'étais, debout près du portique, regardant les autres sans savoir comment se joindre à eux. Une sensation de froid parcourut mon bras. Quand j'ouvris les yeux, mon empreinte était sur la paroi, mais elle était différente des autres, légèrement translucide, comme si elle était là, mais pas tout à fait. En échange, dit Petra, la caverne t'offre la capacité de voir les origines. Tu pourras percevoir les commencements des choses, comment une amitié a commencé, d'où vient une peur, quelle est la source d'un talent. Cette vision te permettra de comprendre les racines plutôt que de juger les branches. Nous quittâmes la salle du feu et nous enfonçâmes plus profondément dans la caverne. Petra me montra des sections extraordinaires. La galerie des premières fois, où scintillaient les souvenirs de premières expériences, premier amour, premier deuil, première trahison, première victoire. La salle des générations, où des cordons lumineux reliaient les ancêtres aux descendants, montrant la transmission des traits, des souvenirs, des blessures. « Tout est lié », murmura Petra, tandis que nous observions le réseau complexe de lumière.
Chaque commencement est aussi une continuation. Tu n'es pas une île, même si tu te sens parfois ainsi. Tu es un nœud dans cette toile, relié à ceux qui t'ont précédé et à ceux qui te suivront. Nous arrivâmes à un endroit où la caverne s'ouvrait à une rivière souterraine. Sur ces rives, des formes d'argile étaient alignées, certaines achevées, d'autres à moitié façonnées. Le banc du potier, expliqua Petra. Ici, les origines sont façonnées et remodelées. Certains voyageurs viennent modifier leurs origines, ou du moins leur relation à ces origines. Je regardais les formes d'argile. Certaines étaient belles et harmonieuses, d'autres tordues ou brisées. Peut-on vraiment changer ces origines? On ne peut changer les événements, mais on peut changer ce qu'on en fait. Une origine douloureuse peut devenir une source de compassion, une origine heureuse peut devenir un fardeau si on s'y accroche trop. Il prit un morceau d'argile fraîche. « Tiens, refais ton empreinte, donne-lui une forme différente. » Je pris l'argile, elle était froide et malléable. Je repensais à mon empreinte sur le mur, cette main translucide, séparée. Au lieu de reproduire cette séparation, je façonnais une main ouverte, tournée vers le haut, comme pour recevoir ou donner. Quand j'eus terminé, Petra prit la sculpture et la plaça près de la rivière. Maintenant, elle a le potentiel de changer. L'eau, avec le temps, modifiera sa forme. Peut-être deviendra-t-elle moins rigide, peut-être se rapprochera-t-elle des autres formes. Nous suivîmes la rivière jusqu'à ce qu'elle débouche dans une vaste salle où le plafond était percé par une ouverture par laquelle tombait une colonne de lumière lunaire. Sous cette lumière, une seule peinture ornait le mur, un cercle contenant toutes les couleurs, tournant lentement. « L'origine des origines », murmura Petra avec révérence, le point à partir duquel tout a commencé. Pas seulement ta vie ou celle de l'humanité, mais tout. Le premier moment, la première distinction, la première séparation qui a permis à l'existence d'advenir. Je contemplais le cercle. Il était à la fois simple et infiniment complexe. En le regardant, je sentis une paix profonde m'envahir, mêlée d'une tristesse inexplicable. « Comment quitter la caverne ?» demandai-je à voix basse. « Tu dois trouver l'origine de ton voyage, pas le début de cette nuit, mais la raison profonde pour laquelle tu marches à travers les royaumes nocturnes. Quand tu l'auras trouvé, la lumière te montrera le chemin. » Je m'assis sous la colonne de lumière lunaire et fermai les yeux. Pourquoi étais-je ici? Parce que j'étais insomniaque? Parce que j'avais trouvé le carnet? C'étaient des circonstances, pas des raisons. Je creusais plus profondément. Pourquoi continuais-je, alors que chaque royaume me demandait de me dépouiller de quelque chose? Pourquoi ne pas avoir rebroussé chemin après le premier désert? Une réponse émergea, lente mais certaine. Parce que je cherchais quelque chose que le monde diurne ne pouvait m'offrir. Pas le sommeil, mais l'incompréhension. Pas la paix, mais la réconciliation avec moi-même. J'étais un puzzle dont les pièces étaient dispersées dans ces royaumes, et chaque don était en réalité une manière de remettre une pièce à sa place. Quand j'ouvris les yeux, la colonne de lumière s'était déplacée. Elle éclairait maintenant un passage que je n'avais pas remarqué, menant vers le haut. « C'est ton chemin, dit Petra. Il mène à la tour qui regarde les rêves. Mais attention, là-haut, tu ne verras pas seulement tes rêves, mais ceux de tous. Et parfois, les rêves des autres peuvent être plus réels que nos propres réalités. » Je le remerciai. « Votre caverne, elle contient toute l'histoire. »« Toute l'histoire et toutes les histoires, corrigea-t-il. Elles ne sont pas si différentes. Bon voyage, Léo. Et souviens-toi, connaître ses origines, c'est avoir le choix de les honorer ou de s'en libérer. » Je m'engageai dans le passage qui montait. Les parois étaient étroites et l'ascension était raide. Après ce qui me sembla une éternité, j'émergeai enfin à l'air libre. Je me trouvais au sommet d'une colline, sous un ciel nocturne constellé d'étoiles inconnues.
Devant moi se dressait une tour élancée, si haute que son sommet disparaissait dans les nuages. Ses murs étaient de verre sombre, et à l'intérieur, des lumières colorées bougeaient, comme des pensées dans un esprit géant. La tour qui regarde les rêves. Je sortis mon carnet et écrivis, le vent nocturne tournant les pages. Nos origines ne nous déterminent pas, mais elles nous informent. Comme les racines d'un arbre, elles nous ancrent et nous nourrissent, mais c'est à nous de décider dans quelle direction pousser. J'ai appris aujourd'hui que regarder son commencement n'est pas un acte de nostalgie, mais de clarification. Comprendre d'où l'on vient, c'est mieux savoir où l'on pourrait aller. Note en marge. La caverne des origines m'a montré que chaque être est une histoire en cours d'écriture, avec ses chapitres fondateurs, ses tournants, ses moments de crise. Et comme toute bonne histoire, ce n'est pas le commencement qui compte le plus, mais ce qu'on en fait. Je rangeai le carnet et m'approchai de la tour. La porte, en bois sombre sculpté de motifs oniriques, s'ouvrit à mon approche. À l'intérieur, un escalier en colimaçon montait à l'infini, éclairé par des lanternes qui contenaient non pas des flammes, mais de petits rêves en cours, des scènes minuscules qui se déroulaient en boucle. Je commençai à monter, me demandant ce que j'allais devoir déposer cette fois et ce que j'allais recevoir en échange. Mais plus que cela, je me demandais combien de royaumes il me restait à traverser et où tout cela me mènerait. La réponse, je le sentais, était au sommet de la tour. Chapitre 15. La tour qui regarde les rêves. La tour qui regarde les rêves s'élevait comme une aiguille de verre noir plantée dans la nuit. En approchant, je constatais que ses parois n'étaient pas opaques, mais translucides, laissant deviner à l'intérieur des mouvements de lumière colorée, lents, conversations lointaines menées dans une langue oubliée. La porte en bois sculpté s'ouvrit silencieusement à mon approche. L'intérieur de la tour était un immense cylindre vide, au centre duquel s'élevait un escalier en colimaçon qui semblait monter à l'infini. Les murs de verre n'étaient pas lisses, ils étaient façonnés en 1000 facettes, et chaque facette montrait une scène différente. Un enfant volant au-dessus d'une ville, un vieil homme parlant à un arbre, une femme marchant sur l'eau, un homme composant une symphonie avec les étoiles. Je commençai à monter. Les marches en bois usé par d'innombrables pas gémissaient doucement sous mes pieds. Les lanternes qui éclairaient l'escalier contenaient non pas des flammes, mais des rêves en miniature. Dans une, un couple dansait dans une salle de bal vide. Dans une autre, un marin naviguait sur un océan de nuages. Dans une troisième, un écrivain traçait des mots de lumière sur une page noire. Plus je montais, plus les rêves projetés sur les murs devenaient complexes, intenses, parfois inquiétants. Je vis des cauchemars, des poursuites sans fin, des chutes dans le vide, des monstres aux formes changeantes, mais aussi des rêves si beaux qu'ils en étaient douloureux, des retrouvailles avec des êtres disparus, des mondes parfaits, des amours idéaux. Après ce qui me sembla des heures d'ascension, j'arrivai à un palier circulaire. Au centre, assise sur un trône de cristal, une femme observait les rêves défiler sur les murs. Elle était vêtue d'une robe semblante tissée d'ombre et de lumière, et ses cheveux, noirs et longs, flottaient autour d'elle comme s'ils étaient immergés dans l'eau. Ses yeux étaient deux miroirs sans fond, reflétant les 1000 scènes autour d'elle. « Je suis Oniros, la gardienne des songes », dit-elle sans détourner son regard des murs. « Et toi, tu es le voyageur. Tu sens la poussière des origines, le parfum des couleurs nocturnes. Tes propres rêves sont intéressants. » Je m'approchai, mal à l'aise sous son regard qui semblait voir à travers moi. « Comment savez-vous ? Je vois tous les rêves qui passent par ici. Les tiens aussi. » Elle fit un geste de la main et une section du mur s'éclaira, montrant une scène qui m'était familière, moi marchant dans une forêt de livres, cherchant quelque chose que je ne trouvais jamais. Je rêve souvent de recherche, de quête. C'est pour cela que tu es ici. Je regardais mon propre rêve, fasciné et embarrassé. Ce lieu, il contient tous les rêves qui ont été rêvés avec assez de force pour laisser une trace. Certains sont éphémères, disparaissent au réveil. D'autres persistent, s'accrochent à cette tour, grandissent parfois. Elle se tourna enfin vers moi. « Pour traverser la tour, tu dois déposer un de tes rêves récurrents.
celui qui te hante, que tu fais encore et encore, même si tu ne t'en souviens pas toujours au réveil. Je n'eus pas besoin de réfléchir longtemps. Il y avait un rêve qui revenait depuis des années, toujours le même, avec des variations mineures. Je suis dans une maison infinie. C'est ma maison, mais elle a des pièces que je ne connais pas, des corridors qui mènent à d'autres corridors, des portes qui s'ouvrent sur des paysages différents. Je sais qu'il y a une pièce importante, une pièce qui contient la réponse à une question que je ne me pose même pas. Mais je ne la trouve pas. Je me réveille toujours, avant. Oniros hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Le rêve de la maison intérieure, très commun chez ceux qui se cherchent. Tu explores les pièces de ton propre esprit, cherchant le noyau, le centre. Elle se leva et s'approcha d'un mur où un rêve similaire se déroulait, une femme errant dans un manoir aux pièces changeantes. Ce rêve a une puissance particulière. Il montre une conscience de soi, une volonté d'exploration intérieure. Mais il peut aussi devenir une prison si on le laisse tourner en boucle. Elle me conduisit à un côté du palier où se trouvait une petite fontaine de cristal. Dans son bassin, des bulles de rêve montaient et éclataient, libérant des fragments d'images. « Dépose ton rêve ici, dit-elle. Raconte-le dans tous ses détails. Donne-lui une fin. » Je m'agenouillai devant la fontaine. Dans la dernière version, j'ai trouvé une petite dorte simulée derrière une bibliothèque. Je l'ai ouverte, et derrière, il y avait une pièce vide, juste une fenêtre par laquelle on voyait les étoiles. Je me suis assis sur le sol, et j'ai regardé les étoiles. Et j'ai compris que la réponse n'était pas dans une pièce cachée, mais dans le fait de cesser de chercher, de s'asseoir, de regarder. En parlant, une bulle se forma dans la fontaine. Elle contenait la scène que je décrivais, moi, assis dans la pièce vide, regardant par la fenêtre. La bulle monta à la surface, éclata, et l'image se dispersa en une pluie de paillettes lumineuses qui retombèrent dans le bassin. En échange, dit Oniros, la tour t'offre la capacité de naviguer dans les rêves des autres. Tu pourras entrer dans leurs songes, non pas pour les perturber, mais pour comprendre leurs paysages intérieurs. Cette capacité est dangereuse. Il faut respecter les rêves, ne jamais les forcer, ne jamais y rester trop longtemps. Nous quittâmes le palier et continuâmes à monter. Oniros me montra différents niveaux de la tour. L'étage des rêves prémonitoires, où les songes qui annonçaient l'avenir brillaient d'une lumière argentée, le niveau des rêves collectifs, où des communautés entières partageaient les mêmes visions nocturnes, la salle des cauchemars purifiés, où les peurs les plus sombres étaient transformées en énergie créatrice. Les rêves sont-ils juste des illusions ? Demandai-je en regardant un rêve particulièrement beau, un jardin où les fleurs étaient faites de musique. Les rêves sont aussi réels que la veille, répondit Oniros. Ils sont faits de la même substance, l'expérience, l'émotion, la mémoire. La seule différence est qu'ils obéissent à d'autres règles. Ici, dans la tour, nous honorons cette réalité alternative. Nous arrivâmes à un niveau où les rêves n'étaient plus projetés sur les murs, mais flottaient librement dans l'air, comme des méduses lumineuses. Oniros en attrapa une délicatement. Celui-ci est le rêve d'un enfant qui vient de perdre son chien. Dans son rêve, le chien court encore dans un champ éternel. C'est une manière de faire son deuil. Je regardais la petite scène, un terrier joufflu courait joyeusement dans l'herbe haute sous un soleil perpétuel. Les rêves peuvent-ils guérir ? Ils le font souvent. Ils permettent de revivre ce qu'on n'a pas pu vivre, de dire ce qu'on n'a pas pu dire, d'accepter ce qu'on ne peut changer. Elle relâcha le rêve qui retourna flotter avec les autres. Nous montâmes encore jusqu'à arriver au sommet de la tour. Ici, il n'y avait plus d'escalier, seulement une plateforme ouverte sur le ciel nocturne. Les étoiles étaient si proches que je pouvais presque les toucher. Au centre de la plateforme, un grand miroir sans cadre reflétait non pas mon visage, mais une série d'images changeantes, mes propres rêves, passés et présents. « Comment quitte-t-on la tour ?» demandai-je. « Tu dois regarder dans le miroir et voir non pas tes rêves, mais ton désir de rêver, le moteur qui te pousse à créer ces mondes nocturnes. Quand tu l'auras identifié, le miroir deviendra une porte. » Je m'approchai du miroir, les images défilaient, la maison infinie, la forêt de livres, le désert des échos, la rivière des temps parallèles. Tous mes rêves, mais aussi les paysages des royaumes que j'avais traversés, étaient-ils si différents ? Je cherchais en moi le désir sous-jacent. Pourquoi rêvais-je ? Pourquoi marchais-je à travers ces mondes ? La réponse vint,
simple et clair. Je rêvais pour comprendre, pour donner un sens à l'incohérence, pour tisser des liens entre les fragments, pour créer une histoire à partir du chaos. Mon désir n'était pas d'échapper à la réalité, mais de la comprendre à travers le prisme du rêve. Le miroir cessa de montrer des images, il devint une surface d'eau calme et noire. Puis l'eau se mit à tourbillonner, formant un vortex. « Voici ta sortie », dit Oniros. « Elle mène aux ruines des futurs possibles. Mais attention, là-bas tu ne verras pas ce qui sera, mais ce qui pourrait être. Et parfois les possibilités sont plus lourdes que les certitudes. » Je la remerciai. « Votre tour, elle est incroyable. »« Elle n'est qu'un reflet, » dit-elle, en se retournant vers les rêves qui dansaient autour d'elle. « Le véritable miracle, c'est l'esprit qui peut créer tout cela. Bon voyage, Léo. Et souviens-toi, ne sous-estime jamais la puissance d'un rêve. Les révolutions commencent souvent dans le sommeil des visionnaires. » Je plongeais dans le miroir, une sensation de chute libre, puis d'apesanteur. Quand je retrouvais mes sens, j'étais debout au milieu d'une ville en ruine, mais une ruine étrange. Les bâtiments n'étaient pas détruits, mais semblaient incomplets, comme si on les avait abandonnés à mi-construction. Le ciel était d'un orange métallique et l'air sentait l'ozone et la rouille. Les ruines des futurs possibles. Je sortis mon carnet et écrivis, assis sur un bloc de béton à moitié formé, « Les rêves ne sont pas des échappatoires, mais des explorations. Ils nous permettent de voyager dans les territoires de notre propre psyché, de rencontrer nos peurs et nos désirs, d'expérimenter des solutions sans risque. J'ai appris aujourd'hui que l'esprit qui rêve est un esprit qui cherche, qui guérit, qui crée, et que parfois les réponses ne sont pas dans l'éveil, mais dans le sommeil. » Note en marge, la tour qui regarde les rêves m'a montré que nos nuits sont aussi productives que nos jours, d'une manière différente. Le sommeil n'est pas une perte de temps, mais un travail intérieur nécessaire. Peut-être que mon insomnie était une résistance à ce travail, une peur de ce que je pourrais découvrir en rêvant vraiment.